Dans cette vidéo, nous allons voir la mise en œuvre du périphérique I2C. Là, l'idée, c'est de récupérer la température mesurée avec le capteur LM75 de la carte Mbed. Le capteur, on le voit, il est ici en haut de la carte. Si je prends la carte Mbed, voilà son schéma électrique. Le capteur, on le voit, il est là, capteur LM75. Et on est relié, vous voyez ici au passage les résistances de pull-up, on est relié au microcontrôleur, ici, sur les broches SDA et SCL. Alors si on regarde sur la carte, ça correspond à PB8 et PB9. On peut le vérifier quand on prend dans les docks la datasheet du microcontrôleur. En prenant PB8 et PB9, on tombe bien sur un périphérique I2C, donc il va falloir choisir lequel. Pour nous, ce sera le périphérique I2C1. Donc il correspond à l'alternate function numéro 4. Alors vous trouverez un fichier à compléter. Alors je vais essayer d'aller à l'essentiel parce que c'est quand même assez complexe hein, comme mise en œuvre, hein, même si au final il s'agit juste de récupérer une pauvre température depuis un capteur. Il y a quand même tout un scénario à respecter. Donc les choses qu'on a déjà vues, sur lesquelles on a déjà insisté, je vais y passer assez rapidement. Donc là on est dans le main du fichier à compléter. Comme pour tout périphérique, il faut autoriser les horloges au niveau du périphérique RCC. Si vous allez voir dans la doc, il s'agit du bit numéro 21. Après, on en vient au IO configure. Donc il s'agit des broches, on a dit GPIO B, broche 8 et broche 9. Alors il doit y avoir une configuration de défini, voilà on va le faire. Donc c'est la I2C pin config. Donc on est sur une configuration alternate function. On est sur cette fois sur du collecteur ouvert. Donc, le cas se présente uniquement pour l'I2C généralement. En termes de vitesse, on peut être sur une vitesse médium là où bon là ça devrait passer avec ce capteur. Après c'est le genre de paramètre voilà, qui peut dépendre du composant avec lequel on discute. Bon, on n'a qu'à mettre fast pour être sûr. On a vu au passage qu'il y avait une résistance de pull-up. Donc ça ne sert à rien d'en rajouter, ça pourrait même être embêtant puisque si on rajoute des résistances, bon, on modifie la valeur de la résistance évidemment et ça peut entraîner un dysfonctionnement. Et on a dit qu'on était sur l'alternate function numéro 4. Voilà, donc c'est cette configuration que je vais mettre ici à l'initialisation. Bien évidemment, il ne s'agit pas de déclencher des interruptions externes ici. Donc le dernier paramètre est nul. Alors après, on va faire plein de configurations dans le périphérique I2C, dans lequel on trouve, comme d'habitude, des registres de contrôle, registre d'état, registre de données pour envoyer, recevoir les valeurs et des registres pour configurer les horloges.
Donc avant de faire les configurations, il est prudent de désactiver le périphérique. Donc en allant écrire 0 sur le bit de poids faible du registre CR1. S'en suivent des registres de configuration des horloges et de filtres pour éviter les bruits parasites. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Là après, ce sont des choses un petit peu secondaires par rapport à ce qu'on va faire. Donc là, on va considérer qu'on a une horloge qui est réglée correctement. Alors, dans la vidéo précédente où je présente les concepts de l'IDC, on a vu que il s'agit d'envoyer une trame dans laquelle il y a une adresse, des acquittements, voilà, plusieurs choses comme ça. Et au cours de l'envoi de la trame, il va se passer une série d'événements. Ces événements vont être gérés par interruption. Donc là, on se doit d'utiliser l'interruption à autoriser au niveau périphérique et également au niveau contrôleur d'interruption. Donc là, il s'agit de l'interruption. Alors, il y a deux interruptions. Une interruption pour les événements, la numéro 31, vous pouvez le vérifier dans le tableau des interruptions. J'y donne une priorité. Et la numéro 32, c'est des interruptions liées à des erreurs. Je les autorise au niveau périphérique, pardon, au niveau contrôleur d'interruption. Et j'autorise le périphérique. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller écrire dans le registre d'adresse 0. Pour rappel, le registre d'adresse 0, c'est à cet endroit qu'on va récupérer la température. Là, on considère qu'il y a des mesures qui se font régulièrement dans le capteur, que le registre normalement contient une température qui est valide, et on va aller récupérer ce qu'il y a dedans. Donc en gros, ça suppose d'écrire dans un premier temps pour pointer sur le registre, et ensuite de faire un accès en lecture pour récupérer les données présentes alors dans le registre à décalage du capteur. Donc je vais noter ici dans le buffer, alors ça va être ce buffer, je vais l'utiliser à la fois pour envoyer et pour recevoir. Comme dans un premier temps, je dois accéder à l'adresse 0, je vais envoyer cette valeur en termes de données. Et donc je vais faire un premier accès en écriture. Donc j'ai une fonction i2c1 write qui contient comme premier paramètre l'adresse. Alors cette adresse, on peut la trouver dans la doc. Ici j'ai une doc du registre du capteur LM75B. Et à un moment donné, on doit parler de l'adresse. Voilà, slave adresse. On a ici en binaire 0x4, 8, et après on peut choisir les 3 bits à 0, à 1, à 2. Si on regarde dans la doc de la carte embed, ces 3 bits sont à 0. Donc, il s'agira bien ici de l'adresse 0x48 pour laquelle le capteur doit se reconnaître. Comme deuxième paramètre, on y met l'adresse du buffer contenant les données, ici quand je suis en write à envoyer, et le nombre de données, nombre d'octets à envoyer. Donc buffer, c'est un tableau ici de 2 octets. Après la température, dans l'exemple ici que j'ai donné, c'est un exemple un petit peu simplifié où on récupère la température sur un octet. En réalité, la température, elle va être sur 2 octets. Donc on fera un accès en lecture et on s'attendra à recevoir comme ça 2 octets successifs. Donc ce nombre, je vais le faire figurer
sur le I2C read. Donc quand je fais un accès en lecture, je note à nouveau l'adresse de l'esclave, l'adresse du tableau, du buffer, et le nombre d'octets que je souhaite recevoir. Voilà. Donc là, je peux supposer qu'à l'issue de l'appel de ces deux fonctions, j'aurai dans buffer 2 octets, image de la température. Il faudra probablement après traiter cette valeur pour avoir une température acceptable, présentable. Alors maintenant, donc on va voir ce qu'on a dans les fonctions I2C write, I2C read. On commence par la write. Alors là, on va travailler avec une structure. La structure, elle est définie un peu plus haut. Donc on a le type d'opération. Est-ce que c'est une opération en lecture ou en écriture? L'adresse de l'esclave, le buffer contenant les valeurs à écrire ou les valeurs lues, le nombre de valeurs lues, le nombre de valeurs plutôt à lire, le nombre de valeurs à écrire, le nombre de valeurs écrites et le nombre de valeurs lues. Alors si vous avez des difficultés avec les structures, je vous invite à jeter un coup d'œil ici dans le langage C compilation. Je rappelle les concepts de façon un peu imagée, de tout ce qui est pointeur, structure et compagnie. Voilà, les structures sont un petit peu plus bas. Voilà, je prends le cas, donc il y a deux manières de définir une structure en C. Bon, je vous laisse voir ça si ça pose des problèmes. Donc je reviens au write. Alors pour faire un write, je vais spécifier ici l'adresse passée en paramètres. L'adresse du buffer passée en paramètres également. Comme je fais une écriture, je n'ai rien à lire. Et le nombre de valeurs à écrire, c'est le paramètre NWR. Au début, j'ai aucune valeur lue ou écrite. Donc j'ai mon compteur qui est initialisé à 0. Le type d'opération à effectuer, c'est une opération d'écriture. Le registre CR2 permet d'autoriser les différents types d'interruptions au niveau périphérique. Donc là, j'aurai besoin des interruptions liées à des erreurs, des interruptions liées à des événements, donc acquittement de l'esclave par exemple, et des interruptions liées à l'état de mon buffer. Est-ce qu'il y a des données qui sont reçues par exemple? Donc ces deux dernières interruptions me feront arriver à la même routine d'interruption qui est I2C event. Alors pour démarrer un échange, je dois envoyer un bit de start. On a vu, c'est le point de départ de la trame. À ce moment-là, je vais mettre I2C start. Donc j'ai un bit dans mon registre CR1 qui, si je le mets à 1, voilà, va déclencher l'envoi du bit de start. Et je vais rester coincé dans mon while tant que ici le paramètre status est occupé. Donc après, si c'est pas le cas, j'ai une petite boucle for où on doit attendre parce que le GST et Purify I2C ont quelques petits problèmes, donc il faut temporiser. Et après, on renvoie on retourne le statut pour dire que ça c'est bien terminé.
Alors maintenant, il ne s'agit pas de faire write. Une fois qu'on aura envoyé le bit de start, on a vu qu'il allait se passer des choses et qu'il fallait envoyer successivement l'adresse de l'esclave. L'esclave doit quitter. S'il la quitte, qu'est-ce qu'on fait? On doit envoyer la donnée qu'on a pour l'instant mis dans le buffer. Et tout ça, ça va se passer dans la routine d'interruption. On voit un petit peu plus haut, j'ai le I2C Event Handler. Donc normalement, voilà, s'il y a une condition start qui est envoyée, je devrais déclencher l'interruption et me retrouver à ce niveau-là. Ça, on peut le tester. Voilà, donc là, je vais mettre un point d'arrêt dans la routine d'interruption. J'y vais bien. Et quand je consulte le registre d'état, donc là je suis dans la situation où on a envoyé un bit de start et on se pose la question qu'est-ce qu'on fait? Pour le savoir, il faut lire le scénario de l'envoi d'une trame. Donc, je suis ici, là j'ai envoyé un bit de start, à ce niveau-là j'ai déclenché une interruption. Donc là on voit qu'il faut envoyer l'adresse de l'esclave. L'adresse de l'esclave, elle est dans la structure. Donc là c'est le champ adresse de la trame. Et je vais venir y coller également le type d'opération. Est-ce que c'est une écriture ou une lecture? Donc sur le bit de poids faible, alors là tel que il va falloir que je décale mon adresse d'un coup à gauche. Voilà, donc mon adresse elle est sur 7 bits, je la décale sur la gauche de 1 bit. J'y colle le bit opération et je devrais après me retrouver, s'il y a acquittement de la part de l'esclave, dans la deuxième configuration. Voilà. Donc là après on lit le registre SR2 pour acquitter l'interruption et là on se retrouve dans le cas où on a besoin d'envoyer donc la donnée présente dans le buffer. Donc ici dans DR, on va commencer par mettre le paramètre buffer, donc connaissant le nombre de valeurs à écrire. Voilà, dans le cas comme dans notre cas, on a une valeur à envoyer au début, on aura tout de suite l'égalité entre le nombre de valeurs envoyées et le nombre de valeurs envoyées. Donc je pourrais déjà mettre fin aux interruptions liées à l'état du buffer. Et donc logiquement, je devrais me retrouver à l'interruption suivante. Dans ce cas de figure, donc j'ai transmis quelque chose. Qu'est-ce que je fais? Donc s'il reste des choses à écrire, on continue de les envoyer. Si on a égalité entre nombre de valeurs écrites et nombre de valeurs à écrire, je suis là-dedans. S'il y a des choses à lire, donc ça c'est le cas si on fait une opération write read, ce qui n'est pas notre cas. Donc on sera dans le cas où on doit mettre fin à l'échange. Donc on va envoyer la condition de stop.
et on va arrêter, on va mettre fin aux interruptions event. Alors c'était x point, là c'était n write. Voilà, je devrais à un moment donné me retrouver dans cet état là. Voilà. Bon, des fois le debug est un petit peu délicat. Donc là j'ai envoyé la donnée à écrire. Je n'ai rien à lire. Donc j'envoie le stop. Et donc je devrais avoir mon statut à OK. Ce qui me fait arriver à l'opération suivante qui est l'envoi du read. Donc là il reste des choses à compléter dans le code. Donc si je fais un read, l'adresse c'est toujours ADDR, le buffer c'est toujours buff, nombre de valeurs à lire c'est nread, rien à écrire. Au début mon compteur initialisé à 0, mon opération c'est une opération de lecture. Donc là, ce qui est défini, c'est i de c read. Dans CR2, je vais avoir les mêmes configurations que pour le write. Et pour CR1, donc il faudra que j'envoie un start. Il faut que j'écrive le bit qui va bien dans CR1. Et je vais également me mettre en position d'acquittement pour toute donnée provenant du capteur. Donc déjà, si on compile ça, donc je vais jusqu'à mon read. Et donc quand je suis dans mon read, je dois également déclencher l'interruption et envoyer donc l'adresse de l'esclave avec l'opération ici de lecture. Donc s'il y a lecture qui a acquittement de l'esclave, que j'ai une opération i de c read, donc je vais arriver là-dedans. Donc là dans le cas où on est en lecture, donc on acquitte l'interruption dès lors qu'on a envoyé l'adresse de l'esclave. Donc si tout se passe bien, bon, on doit réceptionner après les données depuis le capteur. Donc on est là, on a envoyé le bit de start, on reçoit maintenant, on a envoyé l'adresse en lecture. L'esclave a acquitté et maintenant on doit réceptionner les données et les placer dans le buffer de réception. Donc là on va être ici dans le cas où on fait du receive, donc tout ce qui arrive sur le buff, registre, dans le registre DR, on le place dans le buffer de réception. Si jamais on a le compte en termes de données reçues, donc on va arrêter d'acquitter.
Et donc dans un deuxième temps, on va envoyer le bit de stop. Voilà, donc à l'issue de ces opérations, on devrait normalement CR1 stop, CCR1, CI2 CCR1 stop. Si maintenant on veut récupérer la température, alors on peut jeter un petit coup d'œil dans la doc du capteur. Et donc la température, on a dit qu'elle a été répartie sur 2 registres. Donc là on voit qu'on a 5 bits ici de poids faible qui ne servent à rien. Donc on va déjà coller les 2 octets qu'on a récupérés. Et après on va faire un décalage vers la droite, bon, afin de supprimer ces bits là, et on devrait avoir une température avec une précision ici dite de 0,125. Donc on a ce bit là, c'est le 0,5, celui-là 0,25, celui-là 0,125. Donc c'est un format 7.3 ou quelque chose comme ça. Donc là je récupère le buffer de 0, ça c'est le poids fort. J'y colle le buffer de 1. Là j'ai bien fait un décalage de 8 vers la gauche comme il s'agit des poids forts. J'y colle les poids faibles et le tout, je viens le caler complètement à droite et je devrais comme ça avoir une température de température normalement cohérente. Voilà, donc on y arrive. La valeur de température ici vaut 206. Donc comme on a dit qu'on avait 3 chiffres après la virgule, la véritable température, ça doit être 206 divisé par 2 exposant 3, à peu près 25 degrés et quelques. Bon, ce qui, compte tenu qu'on est sur la carte, c'est peut-être un tout petit peu plus chaud que la température ambiante, mais la valeur a l'air à peu près cohérente.